Je ne pense pas que ce soit la solution, la seule et unique solution dans quelque chose, mais force est de constater que c'est probablement une part peut-être des solutions qui sont acceptables aujourd'hui dans des contextes où on doit nourrir beaucoup de gens dans des endroits de plus en plus peuplés et où les ressources sont de moins en moins disponibles pour le faire, mettons, de manière locale. Donc, on comprend que pour toutes sortes de raisons, puis sans devenir très technique à propos de ça, la production locale de quelque chose elle a un impact significatif sur le respect de l'environnement dans une démarche d'agriculture, admettons. Donc, ça permet de le faire. Maintenant, si on combine ça à d'autres initiatives qui sont autres, on peut parler de culture en serre, dans des régies de culture biologique peut-être, on arrive à combiner des régies de culture, justement, qui sont bonnes ou qui ont un bilan très positif par rapport à l'environnement. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, en fait, la place qu'on essaye d'occuper. Donc, je vous dirais que humblement, on n'essaye pas de remplacer quelque chose qui se fait déjà, mais de devenir peut-être une solution complémentaire à ce qui existe comme piste de solution déjà en place, là. Nous sommes de retour cette semaine pour parler de l'agriculture urbaine. Est-ce seulement réservé aux grandes villes ou on peut en retrouver aussi en région comme le Kamouraska? Roméo? Bien sûr qu'on en retrouve en région. La preuve, c'est qu'on est devant les jardins communautaires de Ville-Saint-Pascal. Et depuis quelques années, c'est évident, on le voit partout, les gens de la ville se sont mis à jardiner pour eux aussi produire un peu de leur nourriture. On a vu se multiplier les jardins communautaires, justement, les potagers devant les résidences, les poules dans les arrière-cours, les ruches d'abeilles sur les toits, les marchés publics, et plus récemment, même les serres sur les toits, les modules de culture verticale sous éclairage artificiel, des cultures hydroponiques. Ce sont de véritables fermes urbaines qui prennent forme. Selon le Carrefour de recherche et de transfert en agriculture urbaine, il y a plus d'une cinquantaine d'exploitations agricoles en milieu urbain. Les toits plats et les terres cultivables enclavées dans les milieux urbains, comme celles des communautés religieuses ou des écoles, font l'objet de convoitises. Nous avons rencontré Émilie Lapierre des Incroyables Comestibles à la Pocatière qui témoigne de cette volonté des citoyens. Bien, les Incroyables Comestibles, c'est un mouvement qui a vu le jour en 2008 à Todmorden, en Angleterre. Puis le but derrière ça, c'est des citoyens qui décident finalement de se créer une autonomie alimentaire à l'échelle locale en se réappropriant l'espace public, puis en produisant des légumes en libre-service pour tous les citoyens. Donc, c'est vraiment un acte de générosité envers la communauté et d'autonomie alimentaire et de comment recréer des liens entre les citoyens via le jardinage et l'alimentation locale. Puis oui, les gens ici en région, ils ont souvent un potager dans leur cour, mais pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a les connaissances pour avoir son potager. Donc, ça sert aussi d'éducation. On éduque les gens, la population, comment on part un jardin, les semis, tout ça. Puis on espère que les gens vont se servir de ces connaissances-là pour en faire dans leur cours ou même peut-être en avant de chez eux pour en laisser en libre-service aux passants, pourquoi pas. Comment ça a fait des petits un peu? Comment ça a créé une dynamique à la Pocatière? D'abord, il y a eu une conférence. J'ai organisé une conférence à la ville sur le thème des villes nourricières et du mouvement des incroyables comestibles. Parce que avant que la ville dise « oui, on vous permet tout ça », ils voulaient voir s'il y avait un réel intérêt de la population pour ce genre d'initiative-là. Donc, on a fait le pari que si on fait une conférence, puis on invite des gens, puis qu'il y a assez d'affluence pour dire que oui, il y a un intérêt tangible, bien, OK, on va aller de l'avant. Puis c'est ce qu'on a fait. On a fait une conférence, on a fait venir l'organisme Vivre en ville, qui se spécialise là, dans le thème des villes nourricières. Ils ont donné une conférence. Moi, j'ai expliqué aux gens c'était quoi le concept des incroyables comestibles. La salle du conseil était pleine à craquer, ça débordait. Et là, on a eu finalement la preuve finalement qu'il y avait vraiment un engouement pour ça.
puis on est allé de l'avant. Puis là, on a commencé à créer un comité. On s'est créé un comité tout de suite après la conférence. Les gens sont venus nous voir, ramasser des noms, puis on a créé notre première rencontre le lendemain. On avait un comité de 10 personnes, des citoyens qui avaient envie de participer à des aménagements, puis tout ça. Puis ça a commencé dans l'été même, en 2016. Donc, on a approché l'ITA pour dire, bien, on pourrait faire un beau jardin en devanture de l'école. Il y aurait possibilité d'intégrer ça dans le cursus scolaire, tout ça. Puis ça a pris un certain temps, puis finalement, 1 an et demi plus tard, c'est eux qui sont revenus à la charge avec la ville, puis ils ont dit hey, bien, l'idée a fait son chemin, puis oui, on aimerait ça faire un projet, participer à ce projet-là d'agriculture urbaine sans que ce soit nécessairement incroyable comestible, mais dire on veut faire notre part, on voit le lien que ça peut avoir avec nos programmes scolaires, puis il y a un intérêt aussi auprès des jeunes pour l'agriculture urbaine. T'sais. Donc, depuis l'automne dernier, là, 2018, l'ITA, la ville et la formation continue de l'ITA, ça a été les 3 premiers là, qui se sont rencontrés pour dire, bon, bien, on pourrait faire quelque chose de plus rassembleur, de plus structurant pour la communauté en utilisant l'agriculture urbaine comme moyen de, justement, de faire des partenariats puis faire des projets concrets aussi. Donc ça a commencé là. Puis tranquillement, on s'est rendu compte que on n'avait pas besoin d'aller chercher les nouveaux partenaires. Il y avait déjà des gens qui savaient qu'on se rencontrait puis qui avaient déjà des projets en agriculture urbaine. Ils se sont dit « Hey, nous aussi, on a tel projet dans la cour d'école. Hey, nous aussi, on veut faire un aménagement comestible au marché public. » Fait que là, c'est assez graphique. On est rendu 16. Là, autant le milieu institutionnel est vraiment présent, le musée, en tout cas, je ne les nommerai pas tous, mais on est 16 partenaires à se rassembler puis à collaborer à chacun des projets que les partenaires ont. Et pour vous, c'est quoi les objectifs là, qu'on atteint avec l'agriculture urbaine? Est-ce que c'est juste un passe-temps ou si il y a vraiment des objectifs importants qui sont poursuivis là-dedans? Bien, il y a 2 choses. Les objectifs de ce comité-là en agriculture urbaine, c'est clairement la pédagogie. Donc, comment transmettre les connaissances à la population sur les différents modes de production alimentaire, que ce soit si on a un terrain gazonné, on peut faire un potager, mais si on a un balcon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, les différentes techniques de production alimentaire. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal, c'est de transmettre des connaissances aux citoyens avec des jardins concrets de démonstration, avec des techniques, des ateliers, comme on a ici, qui est un aménagement un peu style permaculture, avec des cultures vivaces. Puis aussi, il y avait l'objectif, ce comité-là, de justement dynamiser le milieu puis reconnecter différentes institutions, les citoyens, entre eux pour un projet qui est vraiment structurant puis qui va dynamiser notre milieu également puis attirer peut-être même des nouveaux arrivants ou des nouveaux étudiants. Puis, du côté purement agriculture urbaine, l'objectif qu'on peut atteindre avec l'agriculture urbaine, il y a le volet d'autonomie alimentaire, je crois. C'est ça. Est-ce que c'est significatif? Oui. Mais je crois qu'en premier lieu, c'est beaucoup un objectif de création de liens entre les individus. C'est un excellent moyen de retisser un tissu social, de faire de la pédagogie, d'outiller les gens. Puis oui, viendra un jour l'autonomie alimentaire, mais ça, c'est gros, c'est quelque chose à atteindre. Si ça repose que sur des forces bénévoles, je le vois moins, mais tranquillement, on voit poindre des entreprises qui font de l'agriculture urbaine, qui produisent et qui distribuent localement leurs produits. Donc là, tranquillement, je pense qu'avec avec ces maillages-là... Ce maillage-là, oui, c'est possible. Mais à 100 je pense pas. De favoriser aussi auprès des citoyens l'adoption de réflexes d'achat de produits locaux. T'sais. Si on en fait la promotion, on montre aux gens ça goûte quoi, c'est quoi le labeur, parce que oui, c'est exigeant là, de produire des légumes, tout ça. Donc, on vient valoriser le métier d'agriculteur local, des paniers bio, tout ça. Puis ça va encourager les gens, je crois, à consommer davantage de produits locaux et donc développer cette économie-là aussi qui est en émergence là, au Québec, en tout cas ici. Comment ils réagissent à votre initiative? Est-ce que tous les légumes, les petits fruits seront pris à la fin de l'été? C'est surprenant comment ça fonctionne, comment les gens, au départ, sont très respectueux de ces initiatives-là. On a 0 cas de vandalisme. C'est vraiment, c'est souvent la crainte que les gens ont au début quand on fait des aménagements dans les lieux publics.
pas de vandalisme. Puis au début, les gens étaient un peu gênés, en fait, d'aller se servir parce qu'on n'est pas habitué à ça en tant que... Tu sais, dans notre société, c'est la Il n'y a rien qui est propriété donné. privée, tout ça. Donc là, ils n'osaient pas. Mais avec beaucoup de sensibilisation, de communication, c'est un gros travail à ce niveau-là pour faire connaître le concept et dire oui, vous pouvez vous servir, c'est là pour ça. Puis venez avec nous aussi participer à l'aménagement. Donc les gens ils trouvent ça super. Tu sais, tu leur dis, viens te servir, on produit des légumes pour toi. Tu sais, pourquoi s'opposer à ça? C'est juste de les se gens dégainer. Oui, c'est ça. Les gens trouvent en général que c'est une excellente idée. Puis, Maintenant, vous travaillez pour la ville. Oui. Justement, comment vous faites le lien là, pour... bien, justement, dès le début, la ville, la Pocatière, a voulu être partie prenante de ce projet-là en aidant le comité des incroyables comestibles. Et maintenant, dans le gros projet plus grand d'agriculture urbaine. Maintenant, dans mon travail, bien, c'est d'essayer d'épauler, de soutenir ce groupe de citoyens-là en termes d'intrants, de terrain, offrir de l'espace, offrir un peu de main-d'œuvre des fois quand il y a des aménagements plus costauds à faire. On leur offre même un petit budget qu'ils peuvent gérer eux-mêmes pour faire des conférences, faire des ateliers, des fêtes, tu sais. Fait que on les soutient de cette façon-là, en leur ouvrant le plus de portes possible, là, toujours avec ce qu'on est capable de leur offrir, là, c'est bien sûr. Surtout aussi donner l'exemple, tu sais, pourquoi dans les écoles, pourquoi dans les hôpitaux, on n'a pas nos produits locaux, tu sais. Je veux dire, ça serait, me semble, assez logique, selon moi. Fait que ce serait, selon moi, commencer par donner l'exemple, montrer qu'on est capable de fournir nos écoles d'aliments sains puis d'aliments locaux, tu sais, faire découvrir ça aux gens. Je pense que ce serait un bon départ. Donc, il faut qu'il y ait une volonté citoyenne aussi derrière ça. Oui, il faut qu'il y ait une volonté citoyenne, mais tout ne peut pas se faire que sur du bénévolat. C'est sûr. On peut s'épuiser rapidement quand on part ce genre de projet-là. Donc, c'est important d'avoir un appui aussi Oui. des institutions, des élus, tout ça, pour pas être tout seul là-dedans. Là. Je crois, en fait, si on regarde en ce moment l'agriculture qui est prédominante, là, qui est plus l'industrie agroalimentaire, grande surface, monoculture, je pense que ça, ce n'est pas l'avenir. Je pense que l'avenir est multifacette, autant agriculture urbaine dans des lieux plus densément peuplés, oui, parce qu'on veut rapprocher le plus possible les aliments des consommateurs. Ça peut être des fermes maraîchères à plus petite surface, diversifiées, plus écologiques, tu sais, qui protègent les sols, qui protègent la faune, qui prennent soin de la terre, puis qui produisent des emplois de qualité aussi. Donc, je pense pas que l'agriculture urbaine est l'avenir. L'avenir, c'est beaucoup de choses, de différents types d'agriculture, mais certainement à plus petite échelle, puis beaucoup plus écologique que le modèle industriel qu'on a en ce moment et mondial. De cette façon, on espère favoriser une alimentation de meilleure qualité, plus locale, plus écologique également que celle qui vient d'ailleurs, dans des conditions souvent inhumaines et toxiques, et transportée en camion ou en avion sur des milliers de kilomètres avec la pollution que ça comporte. On se dirige même de plus en plus vers une agriculture hors sol, en un sens, une sorte d'agriculture 2.0, moins bucolique, mais non moins efficace et souvent même plus écologique. Un bel exemple de cette agriculture 2.0 nous est fourni par l'entreprise Inno3B, située à Saint-Pacôme de Kamouraska, où il développe une production végétale verticale sur éclairage artificiel dans l'église désaffectée du village. L'entreprise, la technologie, toute la réflexion de ça venait de... c'est à l'origine, en fait, du Plan Nord, quand on nous a posé la question est-ce que ce serait possible de faire pousser des légumes dans des tours verticales pour pouvoir alimenter des gens où c'est pas possible de le faire en ce moment? Donc, l'idée est partie de là. Et puis, bien évidemment, ça a évolué. Donc, on est devenu manufacturier, donc on produit des équipements. Et ça s'adresse surtout à de l'agriculture urbaine, donc être capable de produire dans des endroits où c'est pas nécessairement possible de le faire à prime abord.
Et c'est ça. Fait que l'idée, elle est vraiment dans l'idée de la souveraineté alimentaire, puis de peut-être la solution face aux enjeux de changement climatique. On parle beaucoup dans ce cas-là, de réduction de gaz à effet de serre aussi, qui est possible de faire à travers l'initiative, mettons, ou l'usage de ces systèmes-là. C'est quoi le lien de ce projet-là avec la communauté de Saint-Pacôme comme telle? Ou est-ce que c'est juste un lieu où vous localisez une production qui va être vendue à la grandeur du Québec? La question, elle est bonne. Il n'y a pas de lien vraiment. C'est un accident, mettons, si je faisais une réponse très courte. Donc, la fabrique ici, il y avait peut-être l'endroit. L'église est encore utilisée par des fidèles qui venaient pratiquer chaque semaine, mais de moins en moins nombreux. Et ça fait, je pense, une dizaine d'années que la fabrique ici se posait la question, qu'est-ce qu'on va faire avec le bâtiment? Il y avait des appels de projets publics, là, des assemblées. On demandait aux gens qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Notre entreprise, elle était fondée à Saint-Pacôme, donc on est natif de la communauté ici. Et on cherchait à loger une démonstration en hauteur. Donc on a cherché dans des villes, villages autour. On a trouvé des choses à Rivière-du-Loup, à Lillet, par exemple. Puis quand on a C'était pas définitif à Saint-Pacôme. Absolument pas. Mais quand on a vu, en fait, l'opportunité qui se présentait, on s'est dit, hey, quelle opportunité, dans le fond, d'avoir dans notre propre village où on a créé cette technologie-là, si on veut. On avait l'opportunité d'installer une démonstration, fait qu'on a proposé le projet. Et il y a eu, mettons, pour faire une histoire courte, différentes étapes de réflexion qui ont donné, mettons, comme résultat un projet intéressant aujourd'hui où l'opérateur de la technologie ici dans l'Église s'appelle les Jardins du Clocher, est un OBNL et va être capable de commercialiser les fruits et légumes qui vont être le résultat de la production ici et de retourner, dans le fond, les profits de ça dans la communauté, dans des projets communautaires. Fait on vient un peu créer un projet pilote où on fait la création, mettons, d'un moteur économique local pour être capable de financer des projets de camp de jour, n'importe quoi, en fait, qui sont issus de la collectivité. Fait que ça rend une couche, mettons, sociale au projet qui est assez intéressant. Puis dans ce qu'on voyait, tantôt on parlait de souveraineté alimentaire, bien aussi, on voyait là-dedans beaucoup l'idée de se rapatrier du contrôle local. Aujourd'hui, on s'assit beaucoup, on prend pour acquis qu'on est pris en charge par des États. On peut parler du municipal, provincial, fédéral, peu importe le niveau. Mais on rapprochait en faisant ça, dans le fond, en créant un moteur économique local, on rapatrie le pouvoir décisionnel, dans le fond, d'une communauté en termes de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette richesse-là, peut-être. Fait qu'il y avait comme un volet intéressant à ce niveau-là qui est plus social, peut-être. Ce type de production-là est quand même un peu une production hors sol, une production un peu dans des conditions artificielles. Cependant, vous êtes quand même certifié bio. Vous allez être certifié bio dans la production, pour le moment du moins. Peux-tu un peu nous parler de ce nouveau type de production-là artificielle? Oui, évidemment, c'est dans un contexte artificiel, avec de l'éclairage artificiel, mais il y a quand même toute une part d'éléments vivants qui restent très intéressants, en fait, puis qui s'inscrit toujours là-dedans, puis qui va toujours être nécessaire. On ne mangera jamais des légumes en plastique. C'est toujours du vivant issu du vivant, dans le fond. Fait qu'on travaille dans cette voie-là, dans le fond, là. Bon, comme vous savez, il y a la Fédération qui a établi des normes de culture bio. Donc, les régies de culture pour être certifiées biologiques, donc, sont très strictes. Il y a des cahiers de charges à respecter, etc. On est capable de rencontrer l'ensemble de ces paramètres-là dans une culture en milieu fermé, dans des équipements comme ça, avec des conditions X, Y, Z. On est capable de le faire. Et ces normes-là sont appelées à tranquillement s'adapter aux besoins. Donc, on a besoin maintenant de produire localement. Donc, il y a certaines de ces règles-là qui semblent vouloir s'assouplir. Donc, on sait qu'en 2020, il va y avoir une revue des normes, justement, de la certification bio, qui va permettre jusqu'à 60 jours la culture en environnement fermé, donc sous éclairage artificiel, pour avoir une certification biologique. Donc, ça vient ouvrir un petit peu plus large le spectre de ce qui est possible de faire. Maintenant, ce n'est pas possible de tout faire dans ces équipements-là, on comprend ça. Ce qu'on a essayé d'imaginer, puis ce qu'on propose, en fait, aux producteurs actuels, c'est de dire, bien, le modèle actuel, ce que ça permet de faire, c'est qu'en produisant à l'intérieur des modules comme ça, on comprend qu'on n'a pas besoin de pesticides. Donc, on est dans un milieu fermé, contrôlé, donc ça évite l'usage de pesticides, qui est quand même assez important. On arrive à maintenir les régies de culture pour avoir une certification biologique. On arrive à maintenir les régies de culture pour avoir une certification biologique. On arrive à maintenir les régies de culture pour avoir une certification biologique. On arrive à maintenir les régies de culture pour avoir une certification biologique. On arrive à maintenir les régies de culture pour avoir une certification biologique. On arrive à maintenir les régies de culture pour avoir une certification biologique. On arrive à maintenir les régies de culture pour avoir une certification biologique. On arrive à maintenir les régies de culture pour avoir une certification biologique. On arrive à maintenir les régies de culture pour avoir une certification biologique. On arrive à maintenir les régies de culture pour avoir une certification biologique. On arrive à maintenir les régies de culture pour avoir une certification biologique. On arrive à maintenir les régies de culture pour avoir une certification biologique. On arrive à maintenir les régies de culture pour avoir une certification biologique. On arrive à maintenir les régies de culture pour avoir une certification biologique. On arrive à maintenir les régies de culture pour avoir une certification biologique. On arrive à maintenir les
Et on est capable surtout de récupérer 70 de l'énergie qu'on injecte pour éclairer sous forme de chauffage. Donc si un producteur avait une production en serre, par exemple, il pourrait récupérer la chaleur pour chauffer ses serres. Donc, il y a quelque chose de très complémentaire puis très efficient peut-être dans la démarche là, quand on vient de l'intégrer à quelque chose de connexe là, ou de complémentaire, justement. Là. Quand on fait les tests, nous, vitaminiques, on a quand même un œil assez intéressé, évidemment, là-dessus. Donc, on a des tests périodiques sur les apports minéraux puis les vitamines qui sont contenus dans ces plants-là. Puis on voit qu'on vient, si on fait un comparatif en fait avec des produits bio, on se maintient exactement dans les mêmes paramètres. Là. Fait qu'en termes de qualité de produit, turgescence, conservation, apport vitaminique, tout est beau. On utilise de plus en plus des éclairages blancs pour se rapprocher le plus possible du spectre du soleil. Puis effectivement, des différences qu'on note dans l'apparition des pigments. Donc, évidemment, on crée de la masse organique, c'est facile, mais le rendre intéressant point de vue santé, admettons, bien, tous ces pigments-là ou ces éléments-là qui sont peut-être moins présents en éclairage artificiel, bien, on a un éclairage qui tend plus vers le blanc, on est capable d'aller chercher aussi ces pigments-là. Donc, c'est en évolution, je vous dirais, pour être le plus complet possible. Puis on est en étude pour faire petits fruits, qu'on parle de fraises, évidemment, des choses comme ça. Donc on est en recherche, là, en collaboration avec des partenaires de recherche pour ça. Là. Quel genre de formation t'a amené là? Ben moi, personnellement, j'ai un background qui est plus d'ingénierie mécanique, là, électronique, tout ça. Et j'ai œuvré dans ce monde-là pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, avant de me frapper au monde de l'horticulture, si on veut, là, verticale. Et puis, à un moment donné, c'est devenu une passion de vouloir faire ça. Puis, c'est pas du tout... c'est plus quelque chose de cartésien, mais c'est quelque chose de vivant. Donc, on doit toujours s'adapter puis comprendre. Donc, l'équipe, elle est composée vraiment... on est une moitié de technologues, ingénieurs, etc. Puis l'autre moitié, c'est vraiment des agronomes ou des techniciens d'agronomie qui travaillent pour nous. Fait qu'il y a vraiment, en termes de nombre d'employés puis de ressources qu'on déploie, il y a vraiment moitié-moitié. Puis je vous dirais que la collision entre ces deux mondes-là, c'est ce qui fait le travail intéressant, dans le fond, la rencontre entre le technique qui doit comprendre les besoins des sciences de la vie pour arriver à faire un mariage de tout ça qui se tient. Bien, c'est peut-être là l'intérêt de développer ça. Là. Tu vois, les liens commencent à se faire, tu sais, de comprendre que, ben oui, dans le fond, on maintient une condition environnementale qui fait que c'est comme si c'était la meilleure journée de l'année à tous les jours pour avoir le rendement optimal. Mais ce qui se passe au niveau morphologique, physionomique même de la plante, tu sais, ça reste, c'est la même chose qui se passait avant. Donc, on induit par le sol des nutriments qui sont assimilés puis qui sont... fait il y a tout le côté du vivant qui reste quand même... malgré le look très robotique puis très il y a une base industriel. de sol quand même. Comparé à l'hydroponie, on est déjà plus proche du milieu naturel. Oui. Puis là, on travaille sur des systèmes intéressants où on est capable de, en 6 semaines, là, c'est notre objectif, on n'est pas rendu là, mais en 6 semaines, on serait capable de composter la matière organique pour être capable d'en faire un circuit fermé. Donc, on peut imaginer qu'une production à Montréal, admettons, bien là, s'il faut qu'il importe du substrat, pour chacune des productions, ça fait des quantités importantes de terre, de terreau, dans le fond, qui voyagent d'un point A au point B, tu sais. Mais si on est capable de le faire dans un circuit fermé, on a l'impression que là, qu'on va avoir comme une solution complète pour adresser des problèmes de nourrir des gens sans tomber dans de l'hydroponie ou du artificiel, peut-être plus, là. Au fond, l'agriculture urbaine est peut-être l'agriculture de l'avenir. Des grandes villes comme la Havane à Cuba, Vancouver, Détroit atteignent désormais des taux d'autosuffisance alimentaire étonnants. Les villes profitent également, avec l'agriculture urbaine, d'un apport nouveau de verdure et de biodiversité. Le ministère de l'Agriculture du Québec s'est même doté d'une stratégie de soutien à l'agriculture urbaine. En conclusion, c'est quelques remarques sur l'agriculture urbaine de la part de Claude Gélineau, un des formateurs en agriculture écologique les plus expérimentés au Québec. L'agriculture urbaine, il y a un avenir, là, parce qu'il y a des gens qui veulent être en ville, puis tu es proche des marchés. Qu'est-ce qu'on est capable de faire comme production alimentaire proche? Il n'y a rien de mieux que ça, là. À Paris, dans le temps, il y avait des jardins à Paris qui nourrissaient la population de Paris. C'est pas d'hier, l'agriculture urbaine. Puis c'était super efficace.
Ils faisaient venir du fumier de cheval qu'il y avait en quantité dans ce temps-là, puis ils faisaient une agriculture bio. Quelle forme ça va prendre? Tu sais, des terrains en ville qui sont de la pelouse, puis qu'on transforme en jardin ou en maraîcher, 1 hectare de maraîcher. Ça devrait se faire. Parce que politiquement, ça va se pousser. Mais moi, j'appelle pas ça tout le temps de l'agriculture. Je suis un peu à la limite du jardinage. Moi, j'aimerais mieux que les gens jardinent en ville pour leurs besoins personnels. Ouais. Ça devrait commencer là. Puis les jardins communautaires, c'est vraiment dans ce sens-là. Mais de favoriser le jardinage communautaire, puis que les gens se réapproprient la nature en ville à travers pas juste des fleurs, des produits qu'ils vont manger. Je pense que le mouvement est parti, là. Puis s'il y en a qui veulent faire une production commerciale, intensive, avec des moyens techniques avancés, tant mieux. Comme les serres loufas, là. Bien, ça, c'est extraordinaire, là, comme approche, là. Moi, je pense qu'il y a un avenir là. Les abeilles en ville, c'est super. Il y a moins de problèmes qu'en campagne, il y a moins de pesticides. Fait que, ça, c'est un autre volet qui va se développer, à une autre échelle. Le fumier puis l'actisol, le fumier de poule, c'est là qu'il va arriver aussi, parce que c'est plus pratique de le faire en bio. Il y a une voie de sortie à Victoriaville sur l'agriculture urbaine. Donc, il y a des jeunes qui vont se former pour peut-être encadrer des gens en agriculture urbaine, avec ses particularités, avec ses forces, ses faiblesses, là. C'est déjà terminé pour cette semaine. Je laisse le dernier mot de la fin à Roméo pour nous parler du thème abordé la semaine prochaine. Donc, Roméo, c'est à toi. Nous aborderons la 2e partie de cette série qui va porter sur les piliers du modèle agricole québécois. Et on va commencer par le zonage agricole.